territoire qui est relativement touristique, puisque nous avons la chance d'habiter en bord de mer, une région que je vous invite à découvrir. Et nous avons également une île qui est là aussi assez compliquée à gérer en termes de déchets, puisque aujourd'hui nous organisons une gestion, on va dire, assez vertueuse sur l'île. Et nous sommes évidemment obligés notamment de transporter une partie des déchets par bateau. Donc l'intercommunalité a pris la compétence collecte des déchets en 2002, et historiquement cette collectivité avait la compétence traitement qui avait été, elle, transférée en 1976. Et donc contrairement à l'exemple du SICTOM de Paris, effectivement nous avons la responsabilité complète sur notre territoire, à la fois, donc, comme vous l'avez vu, du traitement et des installations de traitement, mais également de l'organisation au quotidien pour les 205 000 habitants en matière de collecte. La collecte sur notre territoire, donc sur les 25 communes, nous avons à peu près moitié-moitié en régie. Alors ce qu'on appelle nous la régie, c'est effectivement une organisation publique directement organisée par les agents de la collectivité, et une organisation confiée à un prestataire de services qui est en l'occurrence majoritairement sur notre territoire Veolia. Alors le choix de collecte et de traitement, simplement pendant 3 ans, les élus de la communauté d'agglomération, on a un fonctionnement un peu identique à ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Nous avons globalement 70 élus au sein du conseil communautaire et avec un vice-président qui est maire d'une commune du territoire qui a plus particulièrement la charge donc de la gestion des déchets. Et donc les élus, globalement, fixent les orientations, chargent au service ensuite d'organiser au quotidien le service à l'usager. Donc nous avons travaillé pendant 3 ans à une réflexion globale sur la gestion de la collecte et du traitement de nos déchets, sachant qu'avant 1997, globalement, nous n'avions mis en place sur notre territoire que 2 filières, à part les déchetteries. On vous en a parlé, ces fameux points où on va trier pas mal de choses en apport volontaire. Les usagers viennent déposer le bois, la ferraille, les déchets verts et plein d'autres matériaux. Et nous n'avions à l'époque que le verre et les papiers journaux en apport volontaire. Et donc le choix a été fait entre 1997 et 2000 de revoir l'ensemble de la filière avec un objectif très clair affiché des élus, d'une valorisation matière maximale et donc d'un recyclage autant que possible de l'ensemble des flux de déchets collectés. Et donc c'était une décision politique prise à l'unanimité. Je le souligne parce qu'une unanimité politique, c'est pas toujours le cas dans nos collectivités territoriales, j'imagine comme également dans vos communes, pour vous montrer effectivement que le dossier des déchets pour une collectivité française est majeur et stratégique, et qu'il est effectivement extrêmement coûteux pour la collectivité. Comme on le disait, c'est le 2e poste de dépense, la collecte et le traitement des déchets pour une collectivité en France. J'aurai quelques coûts tout à l'heure à l'habitant à vous présenter. Donc ce qu'on a retenu, c'est donc 3 collectes en porte-à-porte, avec 3 flux différents. Donc les emballages secs, qui seront donc triés, recyclés. Donc les emballages, ça va être le papier, carton, plastique, flaconnage, assez traditionnel aujourd'hui en France. Un flux très particulier, justement, qui est l'objet de ma présentation, les biodéchets, qui seront donc traités par valorisation organique pour en faire un compost de très bonne qualité. J'y reviendrai là aussi. Je suis convaincu qu'on ne peut faire un compost de qualité et durable et pérenne avec effectivement une qualité à la source qui soit bonne, donc forcément une collecte séparative. Et c'est vrai que le ministère de l'Environnement a fixé des objectifs demain aux collectivités, obligeant dès 2025 effectivement la collecte séparative pour l'ensemble des usagers et du territoire français. On était en 2000 la première collectivité en France à avoir mis en place une collecte séparative des biodéchets. Et effectivement, j'ai eu l'occasion pendant de nombreuses années d'intervenir dans des colloques en France, et j'étais, ou en tout cas le territoire de l'agglomération de Lorient était un peu considéré comme les uluberlus, ça va être difficile à traduire,
un peu les fous, les gentils fous, les joyeux fous bretons, parce que personne n'y croyait et que ça coûtait extrêmement cher. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Et donc un troisième flux, effectivement, qui est une collecte traditionnelle d'ordre ménagère. En plus de ces collectes en apport volontaire, donc 2 flux qui sont collectés en plus de ces 3 flux en porte-à-porte, 2 flux en apport volontaire, le Vert et les journaux-magazines qui existaient déjà un peu auparavant. En plus, nous avons sur notre territoire donc 13 déchetteries, ces fameux points où effectivement, historiquement, on trie déjà depuis de nombreuses années beaucoup de flux de matériaux. Sur les objectifs et enjeux, je pense que vous les avez bien identifiés. C'est effectivement, comme je l'ai dit, favoriser la valorisation matière maximale et limiter les quantités de déchets à transporter. L'ensemble de nos installations de traitement se trouve sur notre territoire. Nous n'avons aucune exportation de déchets sur des départements voisins, voire sur des intercommunalités voisines. Nous gérons de A à Z, de la collecte jusqu'à l'exutoire final de l'ensemble de nos filières de déchets, ce qui est un point aussi important, notamment pour la maîtrise du coût. Nous ne sommes pas dépendants d'un prestataire extérieur ou d'un exutoire extérieur. Des modes de traitement acceptables par la population, c'est un point très important, je crois qu'on n'a pas trop évoqué aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le contexte local en Bulgarie, mais l'acceptation aujourd'hui, comme le présentait tout à l'heure mon collègue du SICTOM, l'acceptation d'une usine de traitement de déchets à proximité des habitants est quelque chose de très compliqué et qui prend des années de concertation avec les associations de défense de l'environnement et les riverains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on passe plus de temps à la concertation et aux études d'impact environnemental que quasiment à la construction des installations. Donc c'est des dossiers particulièrement sensibles aujourd'hui sur le territoire français. L'emploi local, on l'a évoqué, non délocalisable, et on voit qu'effectivement les filières de recyclage favorisent la création d'emplois et celui de l'insertion. C'était aussi un choix important politique fait sur notre territoire. Et puis sur les démarches globalement, effectivement, ce qu'on appelle nous les agendas 21 ou les plans climat, qui sont des documents de planification. Évidemment, l'enjeu pour nous était la durabilité de la filière et la pérennité avec une garantie d'un compost de qualité réutilisable en agriculture localement par des coopératives agricoles ou par les services espaces verts des communes membres de l'agglomération. Alors, notre organisation, donc je vous le disais, transfert de la compétence en 2002, et nous avons organisé les collectes en substitution, c'est-à-dire que nous n'avons pas rajouté de fréquence de collecte. Certaines communes, et notamment la commune de Lorient, le centre-ville de Lorient, étaient collectées 4 fois, 5 fois, voire 6 fois par semaine. Et donc nous avons basculé. Finalement, nous avons explosé la collecte des ordures ménagères en plusieurs flux. Et donc aujourd'hui, nous collectons les déchets résiduels 1 fois par semaine, les déchets emballage, donc carton, plastique, flaconnage, 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Et les biodéchets, nous les collectons 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour ce qu'on appelle les gros producteurs, donc les restaurateurs, traiteurs, donc métiers de bouche, des gens qui effectivement ont une activité professionnelle avec une production de déchets alimentaires plus importante. Un petit zoom sur l'actualité depuis quelques semaines sur notre territoire. Nous avons intégré dans l'organisation territoriale française, un petit peu en mouvement en ce moment, une nouvelle communauté de communes de 12 000 habitants, donc qui va passer elle aussi en collecte des biodéchets. On étend ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. On étend également à tous les plastiques sur tout le territoire la collecte séparative. Donc ce ne sont plus que les emballages en plastique, ce sont tous les plastiques, films plastiques, pots, yaourts, barquettes, blisters. Donc aujourd'hui, globalement, on peut aller difficilement plus loin en matière de recyclage sur le territoire.
Et on baisse nos fréquences de collecte là aussi pour optimiser et rationaliser nos coûts. On bascule sur une fois tous les 15 jours la poubelle d'ordures ménagères, puisqu'effectivement on considère qu'il y a de moins en moins à mettre dedans et que si les gens font bien le tri, ils n'ont plus besoin d'une collecte une fois par semaine, et donc on va basculer à une fois tous les 15 jours. Alors c'est important parce que c'est enfin oui, c'est traduit, donc c'est parfait, sur la volonté effectivement de responsabilisation de l'usager. On a supprimé tous les gros bacs, c'est-à-dire les bacs de regroupement, et j'ai pu me balader dans Sofia hier, et c'est vrai qu'il y a souvent à chaque coin de rue des grands bacs 4 roues de 1000 litres, et c'est vrai que ce sont des points de fixation et d'appel de déchets. Donc nous avons supprimé tous ces bacs, et chaque bac est affecté à un foyer, et donc la volonté de responsabiliser l'usager au geste tri au quotidien. Donc suppression des bacs, limitation du volume des bacs, pour le bac ordures ménagères, c'est-à-dire que les gens qui ne font pas le tri sont très contraints, puisque tout simplement le bac est trop petit, s'ils ne font pas les biodéchets ou s'ils ne font pas les emballages. Et puis, ce qui nous permet aussi tout ça, un meilleur contrôle de la qualité de nos déchets, dans la mesure où on va pouvoir très facilement identifier les bacs qui sont mal triés, plutôt que finalement, quand on a des grands bacs, on ne sait pas qui a pollué le bac, et donc on ne sait jamais qui est quelque part S'il y a 9 personnes qui trient bien et une personne qui trie mal, c'est dommage, puisque effectivement l'ensemble serait déclassé. Alors un zoom sur la collecte spécifique des biodéchets, puisque c'était l'objet du souhait de cette présentation ce matin. Donc des bacs 80 litres, donc des bacs individuels, qui sont les premiers bacs adaptables sur lève-conteneurs, sur les bennes ordures ménagères. Nous n'avons que des... Enfin, c'est une obligation aussi là en France, de collecter en bac et non pas en sac. Donc ce sont les premiers bacs adaptables sur bennes ordures ménagères. Donc ce sont des bacs de 80 litres. Et depuis un an, nous avons mis en place un système de réduction de la cuve, c'est-à-dire que le bac ne change pas. Par contre, à l'intérieur, on installe une cuve réductrice d'environ 40 litres pour vraiment n'aller chercher que le déchet alimentaire. Je ne parle pas de déchets verts, tonte, jardin, élagage. Je parle vraiment de déchets alimentaires, épluchures, restes de repas, déchets de viande, carnés, par exemple. Donc 95% du territoire est équipé de bacs, et là on ne peut pas mettre de bacs, on met des bacs de 35 litres en cas effectivement d'impossibilité de stockage. Donc vous avez quelques photos de la nature, donc nos bacs sont verts, comme quelque part la couleur des biodéchets. Mais en France, nous n'avons aucune réglementation sur les codes couleurs. J'espère qu'un jour, l'État français, mais ils y réfléchissent depuis 20 ans, donc ils devraient bientôt trouver une solution. Ça serait bien que le ministère nous dise un jour quel code couleur, puisqu'à la ville de Paris, de mémoire, les bacs verts, c'est pour les ordures ménagères. Et à Lorient, les bacs verts, c'est pour les biodéchets. Donc en termes aussi de compréhension du message auprès des usagers, je pense qu'on a encore beaucoup à progresser. On distribue à chaque foyer un petit bioseau de cuisine, un bioseau, donc un petit seau de 10 litres, ajouré pour justement qu'il puisse faire le tri de ses biodéchets dans sa cuisine. Et on distribue également dans nos déchetteries ou dans les mairies depuis 2007 des sacs biodégradables, donc qui sont les sacs utilisés pour mettre les biodéchets dans le bioseau. Donc ça, ce sont des sacs distribués par la collectivité, enfin mis à disposition gratuitement par la collectivité, et des vrais sacs biodégradables, puisqu'il y a aussi, je me suis souvent battu à de nombreuses reprises contre les soi-disant plastiques biodégradables qui ne le sont pas. Donc ce sont effectivement du vrai biodégradable, et pas tout ce qu'on a pu inventer en Europe et en France pour nous faire croire que c'était biodégradable alors que ça ne l'est pas du tout. Voilà quelques exemples de communication où c'est vrai, depuis 15 ans, on communique quand même très souvent sur les biodéchets, sachant que ce qui est aussi intéressant, on l'a vu en France, finalement, la collecte des emballages, des journaux et du verre, c'est quelque chose qui a aujourd'hui 15-20 ans, qui ne pose plus vraiment de problème particulier. Évidemment, il faut aller chercher des tonnes, on l'a vu, il y a encore du travail à faire partout, mais les gens ont compris, ils ont compris le geste tri. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que sans rien changer au dispositif, dès qu'on a mis en place la collecte des biodéchets, nos tonnages de verre, des journaux magazines notamment, a explosé, parce qu'en fait, une fois qu'on fait le tri des biodéchets, évidemment qu'on va faire le reste.
C'est tellement facile d'aller amener sa bouteille de verre à un point d'apport volontaire ou ses journaux pour en faire du papier recyclé que évidemment, si on fait les biodéchets, c'est pas pour aller mettre sa bouteille de verre dans la poubelle traditionnelle. Donc on a multiplié par 2 nos tonnages sans rien faire, simplement en mettant en place la collecte des biodéchets. Alors là aussi, des exemples de communication. Effectivement, sur notre territoire, nous avons donc 6 personnes, 6 agents de suivi qualité qui ont été recrutés depuis 2002 et qui font de la communication de proximité auprès des habitants, qui vont les voir quand on a ce qu'on appelle un numéro vert, donc les usagers téléphonent, et donc quand il y a un problème de collecte, ils y vont. Quand il y a une non-compréhension, pourquoi mon bac a été refusé parce qu'il était mal trié. Donc on envoie des gens et on fait de la communication de proximité quotidienne. Depuis 15 ans, finalement, c'est des gens qui ne font que ça, d'aller communiquer, prêcher la bonne parole, parce qu'on le sait aussi, on a beau être un peu pionnier en France, si on s'arrête de communiquer pendant 3-4 ans en se disant « ça y est, les gens, ils ont compris », on sait très bien que de toute façon, si on ne fait plus de communication, très rapidement, les gens vont perdre le geste. Beaucoup de communication, beaucoup d'opérations promotionnelles, des petits événementiels autour du compostage, avec distribution de compost pour les habitants. Et surtout, on impose à tous les organisateurs d'événements sur le territoire, que ce soit des événements un peu d'envergure intercommunale. On a des beaux festivals interceltiques à Lorient, par exemple, de musique celte, où il y a presque 1 million de personnes qui viennent pendant quelques jours. Ou des petites manifestations associatives, on les impose à prévoir dans l'organisation le tri des déchets. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est pas toujours simple, mais pour nous, c'est aussi indispensable. C'est pas parce que, les gens qui le font au quotidien, c'est pas parce qu'ils font une fête le week-end qu'ils ne font pas les mêmes gestes. Et c'est important, je pense pour nous. Sur simplement un slide pour vous présenter la qualité, je vais pas m'attarder. On nous disait ça marchera jamais, les grands penseurs en France, les biodéchets c'est compliqué, les Français ne sont pas prêts à faire le tri, et ce qu'on a pu voir en Allemagne, en Autriche, en Belgique, oui mais là-bas c'est des pays, ils sont très disciplinés, ce qui n'est pas le cas du français. Et bien finalement, en fait, ça marche très bien puisqu'on a des taux de refus dans les bacs biodéchets de moins de 2%. C'est-à-dire finalement, les erreurs de tri, effectivement, sont moins de 2% globalement sur l'ensemble du périmètre. Avec une proportion, vous le voyez, à peu près 50% de petits déchets de jardin, ça va être le pot de fleurs, puisque les bacs sont petits, c'est pas du tout les tonnes de pelouse, c'est vraiment les petits déchets de jardin. Et puis à peu près 45% de déchets de cuisine. Cette proportion plus augmente de déchets de cuisine, évidemment, plus je suis en milieu urbain, puisque il n'y a pas du tout de jardin dans les quartiers un peu plus urbains de la ville-centre. Tout ça pour vous montrer finalement un récapitulatif de nos tonnages. On vous a présenté tout à l'heure des chiffres. Nous collectons sur notre territoire 187 kg par an par habitant d'ordures ménagères. Là où tout à l'heure, on a dû vous présenter un chiffre de 288 au niveau français. Donc on collecte 100 kg de moins par an et par habitant pour les ordures ménagères. Et sur la collecte sélective, vous avez le détail. On collecte 147 kg par an par habitant, avec 44 kg pour le verre, 39 pour les biodéchets, 42 pour les emballages et 22 pour le papier. Et donc les biodéchets, aujourd'hui, c'est 40 kg par habitant, presque, ce qui fait 8000 tonnes par an. Et finalement, en France, on s'est focalisé sur la collecte des emballages depuis 20 ans et on se rend compte en fait que les biodéchets, c'est autant. Ça veut dire que l'enjeu, il est aussi là et qu'il serait temps effectivement qu'en France, on s'en préoccupe. Et ça tombe bien, on va devoir s'en préoccuper parce qu'une loi va nous l'imposer. C'est souvent comme ça en France. Tant qu'on n'a pas de loi, on ne se sent pas forcément investi, entre guillemets. Vous voyez que sur les déchetteries également, 270 kg collectés en déchetterie, donc ce qui est effectivement considérable. On collecte plus dans nos déchetteries qu'en collecte en apport volontaire et en porte-à-porte. Et on produit globalement sur notre territoire 123 000 tonnes de déchets
Et vous voyez que finalement, on n'a que 36 000 tonnes qui sont effectivement sur notre territoire enfouies après stabilisation, mais que les 85 000 tonnes restantes, elles sont valorisées sous forme de recyclage matière. Voilà, là je ne m'attarde pas sur ce slide, simplement là aussi vous montrer que malgré des bonnes performances, on peut effectivement considérer que ce sont des bonnes performances, 147 kg par an par habitant de déchets collectés sélectivement, mais malheureusement encore beaucoup de déchets dans la poubelle ordures ménagères qui pourraient être valorisés. C'est-à-dire depuis 15 ans qu'on fait de la communication de proximité, on a encore un gisement à l'intérieur de nos ordures ménagères à aller chercher, et c'est effectivement là l'enjeu de notre réflexion. La prévention de déchets, c'est ça la priorité, réduire la production de déchets. On est lauréat d'un appel à projet national aussi, ce qu'on appelle territoire zéro déchet aujourd'hui en France, qui a été lancé il y a 2 ans par le ministère. Et donc l'enjeu, il est aussi comment je fais pour réduire la quantité de déchets produites au quotidien. Et puis, je vais parler un petit peu de traitement des déchets, puisque je pense aussi que c'était un souhait de présentation des outils technologiques. Je rejoins là aussi mon collègue qui précisait que l'innovation et la technologie, c'est bien, mais finalement, l'essentiel et le fondamental, c'est bien le geste au quotidien de l'usager. Parce que s'il ne trie pas, on aura beau faire tous les investissements qu'on veut, ça ne marchera pas. Et on aura beau faire les plus belles technologies, ben, le produit ne sera pas de bonne qualité, ou en tout cas pas en quantité suffisante pour qu'effectivement toute cette filière soit rentable, économiquement rentable et viable, puisque tout ça, ça a quand même un coût pour le contribuable usager du territoire. Donc ça, c'est simplement une photo de l'usine de compostage et de stabilisation de l'agglomération, avec une partie centre de tri des emballages propres et secs, donc papier, journaux, notamment carton, plastique, donc ça, je n'y reviendrai pas, et puis une installation donc, qui est un peu en haut, là, qui est donc dédiée au compostage des biodéchets et à la stabilisation des ordures ménagères. Donc là, simplement quelques chiffres. Nous travaillons en prestation de services, donc c'est-à-dire que c'est des installations qui sont une maîtrise d'ouvrage publique. Donc c'est la collectivité qui investit et qui confie à un prestataire l'exploitation des installations. C'est un choix, là, typiquement sur le traitement et l'exploitation de ce type d'installation. Il nous semble effectivement pertinent de s'adjoindre les compétences et le savoir-faire de professionnels voilà, qui ont des structures de recherche, développement, d'innovation. Et donc, en l'occurrence, ce sont des marchés qu'on a confiés là aussi à Veolia dans le cadre d'appels d'offres qui sont lancés donc, pour des durées de 6 à 7 ans. Alors, le traitement biologique, rapidement, hein, nous avons 2 lignes totalement distinctes sur l'usine. Une ligne qui accueille les biodéchets qui sont collectés séparément, hein, en porte-à-porte, on l'a vu tout à l'heure, et une ligne qui va faire de la stabilisation sur ordures ménagères. Et la stabilisation, c'est quelque part faire du compostage sur un produit qui est de l'ordure ménagère, donc on ne va pas le valoriser. Parce que moi, je considère qu'on ne sait pas faire du compostage sur de l'ordure ménagère. Les traitements mécanobiologiques, je n'y crois pas plus que ça, voire pas du tout. Et on fera du compost sur un produit de qualité qu'on aura collecté séparément en amont. Et le reste, eh ben, on l'enfouira parce que effectivement, on n'a pas rajouté une usine d'incinération à la sortie de tout ça parce que très clairement, financièrement, c'était juste pas possible pour sortir un coût acceptable par l'usager. Voilà, donc une vue d'implantation, c'est un système de tunnels. Je ne vais pas trop avec une aire de réception, des tunnels de compostage avec ensuite une zone de maturation, plateforme de compostage avec pilotage aération forcée, et puis une chaîne d'affinage et quelques photos très rapides à vous montrer. Le principe du tunnel, c'est celui-ci, c'est-à-dire on va tout simplement mettre des biodéchets dans un box qui fait à peu près 20 mètres de long, 6 mètres de haut et 6 mètres de large. Et on va insuffler de l'air, arroser, et on va créer des conditions accélérées de compostage en pilotant la température, l'air et l'eau apportés dans le produit. Donc on fait du compostage accéléré
dans un tunnel effectivement qui travaille finalement comme un composteur à l'échelle industrielle. Et ces déchets vont y rester 4 semaines dans ce tunnel. Donc là, j'ai une petite photo un peu du process de l'installation, avec donc une zone de réception des biodéchets. Vous voyez la qualité du produit qui est collecté. Tout le plastique, on voit que ce sont les sacs biodégradables qu'on met à disposition des usagers. Ensuite, on va faire une préparation en ajoutant un peu de structurant. Le structurant, c'est du déchet vert broyé pour le mélanger avec le biodéchet collecté. Ensuite, on charge les tunnels, on le laisse comme ça pendant 3 à 4 semaines. Et ensuite, on le laisse maturer sur une plateforme de compostage avec aération forcée qu'on voit sur la gauche de la photo du milieu, avec une chaîne d'affinage. Là, on va faire un criblage, un tri aérolique pour sortir encore la fraction, peut-être les erreurs de tri et tout ce qui peut être un peu grossier comme élément qui ne serait pas bien dégradé. Avec derrière, donc on voit un produit, un compost de qualité certifié chez nous en France, agriculture biologique. Voilà quelques chiffres sur les tonnages de biodéchets. Donc en 2015, 8000 tonnes de biodéchets. C'est les 40 kilos par an par habitant multipliés par 200 000 habitants, tout simplement. On rajoute 3000 tonnes de structurants. On fait à peu près 3500 tonnes de compost. On a 600 tonnes de refus. Donc là, qui sont plutôt du ligneux, de la matière un peu grosse qui n'est pas, qui est du structurant et qui est sorti avec les erreurs de tri, les films plastiques éventuels qui sont encore qui ont été mis par les usagers par erreur. Nous avons une particularité en France, on a créé une norme française, la NFU 44051, qui est une norme créée il y a une quinzaine d'années pour justement réussir à ce que certaines installations de traitement des biodéchets en France passent une norme, parce que globalement le compost n'était pas forcément toujours de très bonne qualité, notamment le compost issu de ce qu'on appelle les traitements mécanobiologiques sur ordures ménagères. Donc on est conforme évidemment à cette norme, on est conforme à l'écolabel européen et on est conforme donc à la certification agriculture biologique. Et je crois que c'est important parce que c'était vraiment l'objectif. Il fallait que le produit fini soit un produit de qualité pour qu'il soit utilisé localement par nos agriculteurs et là aussi créer, on va dire, une économie circulaire intéressante. Mon dernier slide, qui n'est pas forcément le plus sympathique, j'espère qu'il est traduit et bien traduit, parce que là, bravo aux traductrices, c'était forcément pas très simple. Donc on a des matrices en France qu'on appelle compte à coût, qui sont effectivement des référentiels un peu nationaux. Donc le coût de sortie aujourd'hui de l'ensemble de la filière pour le territoire, c'est un coût de 129 €. Donc ça doit faire 260 leva de mémoire par habitant. C'est par habitant, c'est pas par tonne, hein, parce qu'on a eu des chiffres tout à l'heure présentés à la tonne. Donc là, c'est par habitant, 129 € par habitant le coût brut, et le coût aidé qui effectivement, avec l'ensemble des, je n'ose plus dire subventions, puisque nous n'avons plus de subventions de l'Europe notamment. C'est plutôt des recettes de vente de l'ensemble des produits, recettes de vente de plastique, journaux, cartons, etc. Donc le coût, il est de 104 € par habitant sur le territoire, avec un dispositif relativement, un service en tout cas à l'usager relativement important, puisque je ne l'ai pas évoqué, on a aussi une recyclerie, ressourcerie sur le territoire, on a plein d'autres choses qui n'étaient pas l'objet de la présentation, et le coût de mémoire global en France doit être de 90 à 100 €. J'ai ça à l'esprit, les dernières études ADEME montrent un coût de 90 à 100 € par habitant, qui est chez nous 104 € par habitant. On a un financement, juste pour information, en France, qui est principalement sur l'ensemble des collectivités en France, qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est un pourcentage sur le foncier bâti. Je ne sais pas trop quel est le mécanisme ici en Bulgarie. Se développe de plus en plus en France ce qu'on appelle la tarification incitative, à savoir donc une tarification en fonction du service rendu, que ce soit aux fréquences de collecte ou au poids. Mais c'est vrai que 90% et 100% des grosses villes et des intercommunalités aujourd'hui en France sont avec finalement une taxe basée sur le foncier bâti. Donc plus vous avez
de foncier bâti une grande maison, plus vous payez de taxes d'ordre ménagère, même si finalement vous ne produisez rien. Voilà, et puis mon dernier slide, pour vous dire que effectivement, on était tellement des joyeux fous à l'époque qu'on s'est dit il va falloir qu'on crée un réseau de collectivités pour faire un peu de lobbying auprès de l'État français et un peu de l'Union européenne, parce qu'on était effectivement pas du tout suivis et pas écoutés. Et donc on a effectivement quelques collègues, avec des collègues comme moi, on s'est dit il faudrait vraiment qu'on crée quelque chose. Et on a créé une association au début un peu informelle et qui devient qui a un peu de poids aujourd'hui en France, qui est devenue un peu plus politique, avec finalement l'ensemble des collectivités françaises qui sont dans cette démarche de collecte séparative des biodéchets. Voilà, j'ai cru comprendre que parmi les prix, 2 collectivités auraient la chance de venir en France voir des expériences. Donc j'invite d'ores et déjà les 2 futurs lauréats du concours à venir visiter notre belle région Bretagne et ses produits locaux fort sympathiques. Voilà, merci de votre attention. Също благодаря. Минаваме към въпроси и отговори. В последните 2 презентации това, което на мен ми беше любопитно, е, че и двата пъти чухме, нямаме европейски субсидии. Преди около месец си говорих с представители на неправителствен сектор от Полша, които споменаха, че там вече мислят за времето, когато бюджетите и разпределянето на средства в Европейския съюз ще се изглежда по различен начин. Аз не съм сигурен след имигрантската вълна и икономическите проблеми на Европа, как ще изглежда следващия бюджетен период и какво ще кажат големите донори към бюджета, като Германия, Франция, Италия и така нататък, но това е съвсем друг разговор. Думата е ваша. Моля, като вземате думата, да казвате с по едно изречение от чие име говорите, къде работите, за да ме представя и по възможност да адресирате към конкретен човек въпроса си. Заповядайте. Нека да оставим вашия шанс накрая, защото получихте 2 въпроса. Не, чакай, господине, малко ред. Първо, много моля да се говори на микрофон заради преводачите и нашите гости. Вие ще си говорите, но нашите гости няма да чуят. Има ли някой друг въпрос, защото господина очевидно има доста дълъг списък? Не се обиждаме, виждам, просто аз много се радвам, че имате въпроси. Би било глупаво да седим така мълчаливо. Дайте на господина микрофона, заповядайте. Аз нямам толкова въпроса, моето предложение е към госпожа Стойкова и към колегите от Франция. Слушаме ви, да. Госпожа Стойкова постави един изключително важен въпрос за определение на справедлива цена на такса смет. Основният проблем на това нещо, аз първо не мога да се обясня защо Министерството на финансите и Министерството на околната среда се правят на оглушки 1 година, нали? Защото 1 година, както вие, така и ние, нали, направихме предложение за въвеждане на обективна такса смет. Затова ви предлагам следното. Проблема на такса смет за въведение в България реално такса смет е тази методика, която е публикувана на страницата на Министерство на екологията за охарактеризирането на отпадъците. Защото тя въвежда индикатори, един от които е нормата на натрупване, и тъй като тия индикатори не са определят индивидуално за всеки генератор на отпадък, а се определят на депото, т.е. размазани с всичките данни, ви предлагам следното нещо. Първо искаме да благодаря на френското правителство, тъй като 2003 и 2006 година то задели няколко милиона EQ и чрез Агенцията по околна среда АДМ проведе 2 изключително полезни за България демонстрационни изследвания за охарактеризиране на отпадъците. Франция тогава беше инициатор на тъй наречената методика Ремекон-Медекон, която е приета от цяла Европа, която за разлика от това, което е публикувано в нас, изследва количеството отпадъци от врата до врата, тя дава възможност да определите на блока, на ресторанта, на хотела, всеки отделен генератор, а не всичкото да го събираме на едно и кой както се промуши, така да го направи. Затова моята молба е следната.
Дайте, аз представлявам две неправителствени организации, в същото време сме и парламентарни експерти, можем да го направим през Комисията по околна среда и водите. Да поискаме да дойдат представителите на ДМЕ още веднъж, да обяснят на Министерство на екологията какво е това методика Ремеком-Медеком. Нали? Ето тук има представител на област Стара Загора, където беше едно от представителните изследвания, след което беше в Велико Търново, имаше страхотно обучение, бяха направени български материали, описващи подробно как се прави това нещо, само че ние в България, нали, знаете, сме държавата на трудните възможности. Всичко може да стане у нас. Това е едното нещо. Второто нещо, аз очаквах да чуя и от Министерството, защото ние задавахме в блицконтрола въпроса на госпожа министърката, какво разбра тя от френската инициатива 4 за 1000, която беше приета в Париж. Това е точно инициативата за България, как от отпадъка да направим нещо полезно, с което да произведеме дегенерирана енергия и да регенерираме почвите, за да гарантираме изхранването на населението си. Никой в България не говори нищо, въпреки че България официално подписа като държава тая инициатива. Ние чакаме се някой да дойде някога нещо да каже, нещо да направи. В същото време много добре знаете, че ние в България само 24% от това, което слагаме на нашата маса да едем, е произведено в България. Това е големия ни проблем. Че ние не можем да изхранваме българското население, а имаме отпадъци. Не са само битовите отпадъци. 8 милиона са отпадъците, биоразградимите, които идват от селското стопанство. Защо във Франция може да се прави стандарт, има стандарт с качество растежен стимулатор, докато в България българският стандарт дава две качества. Компост за отпадък и компост за запълване на дупки. Той не става за селското стопанство. Затова ви моля да се обърнем официално още веднъж, да благодарим на френското посолство за това, което е направило до сега и да поискаме тяхната експертна помощ да дойде да обяснят на нашите високи власти. Благодаря. И аз благодаря. Други въпроси? Добре, аз имам един въпрос към нашия първи лектор, към госпожа Медьо. Тя показа в презентацията си един от проблемите с това, че постигат едно, да го наречем, плато за обработка на опаковки и след това не успяват да го намалят. Приблизително същото беше и при батерии. Въпросът ми е следния. Говорите ли с бизнеса, който произвежда опаковки? Защото изглежда ситуацията като една верига, в която вие в края на веригата се опитвате да овладеете нещо, но ако не си говорите с тези, които създават опаковки, няма да намерите съвместно решение, тъй като непрекъснато по веригата ще идват нови и нови материали. Il y a deux choses. Il y a effectivement la prévention au sens où on entend savoir le déchet n'est pas produit. Et puis il y a est-ce qu'on arrive à bien le trier. Et donc en France, l'acteur qui est en fait au milieu entre justement les metteurs en marché et les collectivités qui collectent sélectivement, c'est ce qu'on appelle l'éco-emballage. Donc a priori, vous en Bulgarie, vous avez 4 entreprises qui gèrent la filière REP emballage. Nous, aujourd'hui, on en a une. Et donc, en fait, ces actionnaires, ce sont les metteurs en marché d'emballage. Au niveau national, dans son cahier des charges, il y avait un objectif qui était d'ici 2012, je crois, d'avoir diminué de 100 000 tonnes les emballages mis sur le marché, ce qui a été atteint. Moi, je m'interroge toujours quand on parle de tonnage parce que on dit qu'on diminue les tonnes. Donc sur de l'emballage, le verre, par exemple, qui est pourtant 100% recyclable, ça pèse beaucoup plus lourd que du plastique qui aujourd'hui n'est pas 100% recyclable. Et quand on dit qu'on a diminué les tonnages de mise en marché des emballages, ça ne veut pas forcément dire qu'on a diminué la quantité d'emballage. Et en fait, on aperçoit effectivement
que quand on a des quantités, enfin des tonnages qui diminuent, on voit qu'à l'unité, on a de plus en plus d'emballages qui sont mis sur le marché. Donc attention quand on parle de prévention justement en disant on réduit, que ce soit peut-être pas toujours sur la partie tonnage, parce que j'ai l'impression que du coup, dans les procédés d'éco-conception des metteurs en marché, on va avoir tendance à limiter en poids des choses plus lourdes comme le verre, qui était pourtant 100% recyclable, au profit de nouveaux plastiques qui ne sont pas toujours faciles à recycler. Donc ça, c'est plutôt le travail, effectivement, ce que vous disiez en amont, donc avec les producteurs, pour limiter déjà la quantité d'emballages mis en marché. Et au-delà de ça, ensuite, il y a, une fois qu'ils sont mis en marché, une fois qu'ils deviennent des déchets, comment on fait pour les envoyer plutôt vers de la valorisation matière plutôt que de l'enfouissement ou de la valorisation énergétique. Et donc là, c'est la deuxième grosse action menée par la filière REP, qui est de dire je soutiens les collectivités, en fait. Donc les collectivités dans le bac qui est souvent jaune de collecte des emballages ou du verre, elle va recevoir en fait à la tonne collectée un soutien de la part de l'éco-organisme, donc de la filière REP. J'imagine que c'est la même chose dans votre système de REP, ce qui incite donc la collectivité à déployer des actions de communication auprès de ses usagers pour justement détourner ces emballages qui vont être collectés en mélange dans les OMR et qu'il va falloir traiter et donc payer pour les traiter, et plutôt les détourner dans la poubelle de recyclable pour justement avoir des soutiens dessus et ensuite pouvoir aussi revendre, et c'est ce qu'on disait dans la présentation de Lorient, revendre ces matières auprès des recycleurs pour faire en fait des recettes à la collectivité et du coup diminuer les coûts de gestion de ces déchets. Да, мерси. Въпроси някой друг да има междувременно? Аз ще задам тогава един последен въпрос, очевидно, че може би искате лично да говорите с нашите гости, към господин Каталон. Споменахте, че имате 6 служители, които се занимават с комуникация с населението. Но тук като че не получихме категоричен отговор на много интересен въпрос, който господина повдигна в първата част. Контрола, да го наречем аудит, върху процесите, върху процедурите. Кой казва, че определена технология е ефективна? Кой открива грешките, които сте допуснали? И как ги поправите? Външна компания върши това, вие сами си го вършите? Какви са сроковете, в които може да проследите една процедура и да я рафинирате или просто да се откажете от нея? Alors, on n'a pas forcément réalisé d'audit, ou en tout cas que des structures externes viennent auditer notre territoire, non. On l'a évoqué tout à l'heure, peut-être en introduction, comme en Bulgarie, les maires sont responsables de l'organisation, de la collecte et du traitement des déchets sur le territoire. Donc l'État fixe le cadre réglementaire et les décrets d'application, notamment des directives européennes, et chaque territoire fait quelque part ce qu'il a envie de faire au mieux, en fonction de sa typologie d'habitat, en fonction de la proximité d'une grande ville, des réseaux de transport, etc. Et donc l'État français a effectivement des services de contrôle sur les installations de traitement notamment. C'est-à-dire qu'évidemment l'État est prescripteur en matière de contrôle de rejet de nos installations et ce qu'on appelle les DREAL, les directions régionales de l'environnement et de l'aménagement, je ne sais plus, le L, et du logement, je crois. Donc ce sont les inspecteurs des installations classées, là qui sont prescripteurs et qui contrôlent. Mais en termes d'audit on fait de l'autodiagnostic, c'est-à-dire qu'évidemment on a des indicateurs qu'on met en interne, on évalue nos politiques publiques et le meilleur indicateur c'est de toute façon à la fin quel est le résultat pour quel coût. Et vous imaginez bien que des élus locaux qui sont élus en France, en tout cas pour des mandats de 6 ans, si on va dans le mur ou si on ne tient pas nos objectifs, de toute façon la population s'en rappellera très rapidement lors des prochaines élections. Donc évidemment, on n'a pas, je dirais, un organisme extérieur qui audite ou contrôle ce qu'on fait
Pour autant, évidemment, on se doit nous-mêmes de mesurer et évidemment de changer de trajectoire si effectivement les objectifs ne sont pas atteints ou si tout simplement la filière coûte trop cher, si elle ne marche pas, si finalement on a déployé beaucoup d'investissements pour des résultats assez faibles. Mais encore une fois, c'est nous qui décidons de l'organisation de la filière sur le territoire. Oui, si vous me permettez, j'aimerais ajouter et compléter la réponse d'Olivier Catalogne, qui est tout à fait juste. Comme il vous l'a précisé, l'organisation relève des collectivités territoriales. Dès lors qu'elles s'engagent à traduire ces objectifs dans des contrats, dans des installations qui permettent d'atteindre ces performances, elles fixent elles-mêmes le niveau d'exigence qui est souvent celui que l'industriel, qui est en aval, entend réceptionner pour pouvoir faire fonctionner ces installations. Donc on retombe après dans un milieu industriel. Nous, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de contrats avec des industriels qui reprennent les matériaux triés par le SICTOM. Et je dirais le cahier des charges que nous avons avec eux, pour répondre à monsieur, il dépend des exigences qui sont souvent retranscrites dans le prix de notre contrat. Nous avons un contrat de plus de 20 ans avec un papetier qui est dans la région de Rouen, qui nous reprend le papier avec un certain prix. Si la qualité est dégradée, il nous la rachètera moins cher. Donc si vous voulez, de par ces contrats, nous faisons remonter en aval les exigences. Donc on remonte sur la partie centre de tri, sur la partie collecte, pour que justement on ait le moins de non-qualité sur tout le service. Et nous sommes maîtres, nous contrôlons par contre à différentes étapes la bonne efficacité du service. Donc nous n'avons nous aussi pas beaucoup d'audits extérieurs, mais par contre nous menons nos propres autocontrôles, soit dans le cadre de nos marchés avec nos exploitants, soit en faisant des analyses régulièrement du contenu des bacs de recyclage, des ordures ménagères, pour voir si effectivement l'ensemble du cahier des charges est respecté à chaque étape, pour pouvoir ajuster, contrôler et réagir pour que, in fine, la filière soit pérenne dans la durée. Juste rajouter qu'effectivement, les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. Toutes les erreurs, tout ce qui est trié, mal trié par l'usager, non pas parce qu'il le fait exprès, mais parce qu'il a mal compris peut-être les consignes, évidemment, c'est un déchet finalement qui va suivre toute la chaîne de tri pour ensuite finalement être déclassé pour repartir vers l'installation de traitement traditionnelle pour les ordures ménagères. Donc c'est des surcoûts pour la collectivité. Et quand je parlais des 6 agents qui ne font que ça, c'est évidemment pour nous, chaque point de pourcentage de refus en moins, c'est évidemment des dépenses également évitées parce que le déchet, il va directement vers la bonne filière et passe pas par les 2 filières. Donc c'est évidemment aujourd'hui l'objectif, c'est réduire au maximum les erreurs de tri, mais qui sont déjà relativement faibles chez nous, mais qui nous coûtent effectivement cher. J'avais juste une petite remarque par rapport à la première question qui a été posée sur le travail qu'on peut faire avec les industriels. Donc en effet, il y a un travail qui est fait par les éco-organismes de la responsabilité élargie du producteur sur la mise en marché. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que les collectivités locales, les territoires, sont aussi, pour moi, investis d'une relation directe avec les opérateurs économiques de leur territoire. Et au SICTOM, nous avons décidé aussi de développer à cette échelle locale des rapprochements avec les partenaires industriels, puisqu'on se rend compte que, tout comme les habitants, ils méconnaissent pour certains complètement les mécanismes de recyclage, les mécanismes d'organisation territoriale, et ils n'ont pas conscience pour certains des contraintes qui sont imposées par les produits qu'ils mettent sur le marché. Et par ce lien que nous avons avec eux, ils trouvent eux-mêmes aussi des solutions qui permettent demain à leurs produits d'être plus recyclables ou plus facilement démontables en vue d'être recyclés. Mais nous font aussi part, et ça c'est très important, des évolutions de marché qu'ils ne maîtrisent pas aussi et qui auront malheureusement un impact demain sur nos installations. Et par là, je voudrais revenir sur quelque chose sur lequel on a parlé mais pas suffisamment insisté. C'est très important de mettre les habitants au cœur du dispositif, puisqu'on se rend compte qu'ils ont une responsabilité première dans le geste,
mais ils ont aussi une responsabilité dans l'acte d'achat. Et on se rend compte aujourd'hui, dans une société de développement avec beaucoup de profusion de biens de consommation, de produits ménagers, que le geste d'achat qu'ils font oriente aussi les choix des industriels. Et un industriel, c'est sûr que s'il ne vend pas un produit, il va le supprimer du marché au profit d'un autre. Moi, je suis un peu tombé de l'armoire la semaine dernière quand j'ai appris que dans certaines écoles en France, maintenant, les enseignants demandent systématiquement que les goûters qui sont délivrés aux enfants soient dans des emballages et donc que l'on arrête de donner aux enfants des choses qui sont cuisinées par les parents dans un objectif sanitaire. Et on voit bien que les comportements qu'on génère sur un aspect sanitaire vont avoir des impacts où demain les industriels, finalement, on leur donne une légitimité à produire ces emballages individuels pour les goûter. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez dures à contrer quand on est une collectivité locale, mais qu'on peut, à travers ces exemples, se rendre compte que quand on discute avec eux, on arrive à faire émerger des solutions qui prennent en compte l'amont et l'aval en même temps. Госпожа Стойкова. Тъй като коментираме за съзнанието на хората и тяхната отговорност, съвсем накратко, предвиждат ли се по ваше законодателство наказания, санкции за граждани, които не изпълняват вашите предписания, вашите указания, тъй като в нашия закон такива неща съществуват и доста се дискутира в момента? Благодаря. Je vais répondre. Encore une fois, chaque collectivité peut finalement, sur son territoire, décider ça a été traduit comme des peines, des sanctions effectivement, éventuellement financières. Très concrètement, sur notre territoire, la seule sanction qu'on prend, c'est qu'on ne collecte pas les bacs. C'est-à-dire que nous avons, on ne collecte pas les bacs de collecte sélective biodéchets ou emballage dès lors qu'ils sont mal triés. Donc on pose un autocollant sur le bac en mettant de déchets mal triés. Et donc la personne, soit son bac n'est pas collecté, donc elle attend la semaine suivante pour le présenter. Elle a deux choix, c'est soit elle le trie bien, soit effectivement elle le remet dans le bac du coup ordures ménagères. Mais bon, elle a plutôt intérêt à effectivement enlever les 2-3 choses qui sont mal triées. C'est la seule sanction qu'on a sur notre territoire. Sachant que je sais qu'il y a d'autres communes qui envisagent de verbaliser et donc de mettre une amende de 15 €. C'est le cas en Belgique, j'y étais il n'y a pas très longtemps à Bruxelles. Effectivement, ils mettent une amende, ou en tout cas, ils mettent une éco-contribution au fait qu'effectivement, ça coûte cher de voir, ce que je disais tout à l'heure, que le refus mal trié coûte cher à la collectivité, donc c'est leur contribution à supporter ce coût de refus. Mais aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'en France, là aussi, les élus sont un peu frileux, parce que mettre des amendes parce qu'on trie mal ses déchets, c'est quand même, on n'en est pas là, quoi. Peut-être malheureusement, hein, je ne porte pas de jugement, mais je sais qu'en Allemagne et en Belgique, c'est des choses qui existent. Peut-être que c'est aussi mis en place de 20 ans avant, et que finalement en France ça a 20 ans, en Allemagne ça a 40 ans, peut-être que dans 20 ans en France aussi on verbalisera parce qu'on considérera qu'il n'y a plus de raison, enfin voilà, les gens ont eu largement le temps de comprendre ce qu'on leur demandait. Je rejoins ce que dit mon collègue, c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des collectivités ont plutôt adopté un dispositif d'intéressement, en disant on va plutôt récompenser les bons élèves et tenter de faire que l'ensemble des habitants arrivent à une norme où tout le monde collecte, sépare efficacement ses emballages et soit quelque part récompensé dans le reflet sur sa taxe d'habitation. Les dispositifs de financement sur une collecte qui est incitative ont tendance à plutôt renforcer justement cette responsabilisation à l'habitant qui a directement le fruit de son travail sur sa facturation. Après, c'est un dispositif qui a du mal à se mettre en place dans les hyper-centres-villes, dans les très grosses agglomérations.
Et aujourd'hui, le principe de pénalité financière, on le voit nous plutôt appliqué sur notre territoire sur des personnes ou des commerçants qui contreviennent au dispositif de collecte, ce qu'on appelle le règlement de collecte. On doit présenter les bacs un certain jour, certains créneaux horaires selon certaines modalités. Dès lors que la présentation n'est pas faite selon ces modalités, là en effet la verbalisation intervient. Mais sur tout ce qui est ensuite amélioration et performance, c'est plutôt de l'intéressement. C'est d'ailleurs de la verbalisation, c'est de l'occupation du domaine public. Hein. C'est pas de la verbalisation liée au fait que les déchets sont mal triés. C'est en fait la sortie de bac sur le domaine public, et donc c'est une verbalisation pour occupation illégale du domaine public. Hein, c'est pas du tout lié à la qualité et la nature a priori des déchets. Бих добавил, че налагането на глоби и актове пък има и административен разход, предвижда. В смисъл, трябва някой да ги намери, да ги наложи, да ги събере. Вървим към приключване днес. Мисля, че се получи интересно. Очаквах малко повече въпроси от вас, но мисля, че и така беше, засегнахме всички теми. Две неща пропуснах да изтъкна по време на тези няколко часа. Едното е това, което господина представлява неправителствения сектор. Трябва да проявяваме уважение както към централната и местна власт, така и към гражданската инициатива и гражданското общество в България, което в много случаи върши работата на институциите. Аз бих казал, че нужно е да мобилизираме всеки капацитет, който тази нация има, за да вървим напред. Второто нещо са децата. Беше споменато мимоходом снощи на една вечерна среща, която имахме с нашите гости, говорихме малко повече. Информационната кампания и възпитаването на навици, на нов тип култура, отношение към потреблението, към отпадъците, тогава си спестяваш много повече обяснения и нещата вървят сами. Преди време в една скандинавска държава видях това нещо, попитах домакините как го правите, те казаха 2 поколения обяснение. Търпеливо, устойчиво, за да може да се получи една наистина по-добра и нормална среда за живеене. На 19 май, точно след един месец, е третият ни семинар, който е посветен на устойчивата мобилност. Остава ни още един, който е на 16 юни. Той е посветен на енергийна ефективност на сградите. Заповядайте и на двата от тях. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на домакините от Френското посолство и Френски институт, на партньорите ни от двете министерства, Сдружението на общините и на 4 водещи компании френски, които са спонсори и партньори и помощници на тази прекрасна инициатива. Посетете сайта, потърсете ни във Фейсбук, казвам още веднъж, презентациите ще бъдат там. Използвайте за комуникация въпроси, които имате, формулирайте ги, изпратете, колегите ще ги погледнат, ще ги препратят към журито, към всяка от 4 категории. То ще стигне където трябва. Заповядайте отвън на скромна почерпка. Благодаря още веднъж, да сте живи и здрави.